Bonjour chers auditeurs, Jean-Philippe Delsol au micro pour vous accueillir avec Nicolas Lecossin et Lucas Léger et nos invités. Deux invités aujourd'hui pour parler beaucoup de liberté d'expression, de vérité dans les médias, dans le pouvoir des médias. Deux invités, Philippe Carsanti. Bonjour Philippe Carsanti, adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. Bonjour. Et qui défend, il nous l'expliquera depuis maintenant une douzaine d'années, la vérité dans les médias, et notamment au travers d'une très sombre histoire de présentation par Antenne 2 d'un pseudo-assassinat, mais c'est l'histoire justement que nous aborderons avec lui. Et puis, un deuxième invité, Alain Sandler. Bonjour Alain Sandler. Bonjour. Qui, lui, anime une association de citoyens, et nous vous avons invité avec Philippe Carsanti parce que, au fond, ce que nous cherchons, les uns et les autres, c'est à faire vivre autrement la démocratie, faire en sorte qu'elle soit... qu'elle permette l'expression de tous et qu'elle soit le moyen, je dirais, de s'informer de la manière la plus vraie possible pour s'exprimer de la manière la plus appropriée possible. Donc voilà, cette émission va débuter avec vous, Philippe Carsanti, et je rappelle donc que le 30 septembre 2000, nous allons raconter une histoire un peu incroyable. Vous allez nous raconter une histoire un peu incroyable dans ce libre journal des droits et des libertés. Le 30 septembre 2000, France 2 diffuse au journal de 20h un reportage tourné par un caméraman arabe de Gaza. Nous sommes au cours de la deuxième intifada et il y a un journaliste, Charles Anderlin, qui est un journaliste franco-israélien, qui travaille pour Antenne 2 et qui raconte l'histoire dans ce reportage. Quelle histoire nous raconte-t-il ? Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, le caméraman est à Gaza, tourne des images. Le soir, dans l'après-midi, il envoie ces images à CNN et France 2, qui sont les deux chaînes pour lesquelles il travaille. CNN rejette les images en disant « elles ne semblent pas authentiques ». France 2, en revanche, le journaliste Charles Anderlin, qui est le correspondant de la chaîne à Jérusalem, qui n'était pas sur place, reçoit les images, les accepte et écoute la version que lui en donne son journaliste. Fait un montage, met son commentaire, et dans son commentaire, il accuse les soldats israéliens d'avoir intentionnellement tué un enfant arabe palestinien à la suite d'une fusillade. Et ces images, qui sont des images très prenantes, effectivement, d'un assassinat en direct, selon le journaliste, vont faire le tour du monde. Elles vont servir de drapeau à des mouvements d'insurrection musulmans, islamistes, etc. Alors, le petit Mohamed Al-Doura, qui va donc devenir le petit Mohamed dans l'imaginaire mondial, cette image va être diffusée dans le monde entier, puisque France 2 va très généreusement offrir ces images aux télévisions du monde entier, le spécifiant. Et ensuite, cette image va être prise dans tous les pays arabes et musulmans pour devenir un timbre, des rues, des monuments. Ben Laden, dans l'année, parce qu'il faut se souvenir que c'est cette image qui déclenche réellement la seconde intifada, contrairement à ce qu'on nous a raconté. C'est ça qui embrase les territoires arabes autour d'Israël. Et derrière, cette image est utilisée par Ben Laden dans l'année qui précède le 11 septembre, dans ses clips de recrutement sur Internet, pour embraser le monde musulman. Et derrière cela, par exemple, on a aussi Daniel Pearl, le journaliste du Wall Street Journal, qui a été égorgé en 2002 au Pakistan, qui est égorgé pour venger aussi la mort du petit Mohamed. Et je dirais l'élément le plus tragique récent qui a touché la France, c'est que la famille Sandler, qui n'a rien à voir donc avec Alain Sandler au micro autour de cette table. Voilà, qui a été assassiné par Mohamed Merah. Voilà, qui a été assassiné par Mohamed Merah à Toulouse. Mohamed Merah a déclaré, avant d'être abattu par les policiers français, qu'il avait assassiné les petits-enfants juifs de Toulouse pour venger les petits-enfants palestiniens tués à Gaza. Donc on voit que la France est rattrapée par ce mensonge médiatique fabriqué par France 2 il y a pratiquement maintenant 13 ans. Et pour dire un dernier élément, la France qui est en guerre au Mali aujourd'hui contre des islamistes, la place principale de Bamako, capitale du Mali, est la place de l'enfant martyr de Palestine avec un immense monument dédié. Donc c'est une histoire qui est devenue un symbole. Or cette histoire, vous essayez de démontrer depuis une douzaine d'années, et vous avez des preuves extrêmement fortes,
que c'est une histoire fausse. C'est ce dont nous allons parler. Alors je vais le dire en toute simplicité, j'ai moi-même écrit dans le Valeurs Actuelles de cette semaine, enfin celui qui a été publié jeudi ou vendredi dernier, donc un article, une chronique pour dire est-ce que la France est devenue un État totalitaire ? Je dis d'ailleurs non, pas encore, pas tout à fait encore, mais on est sur le chemin, attention. Et justement, cette histoire montre qu'il faut faire attention car le pouvoir, ça n'est plus seulement le pouvoir politique, le pouvoir économique, c'est beaucoup le pouvoir médiatique. Et on s'aperçoit avec cette histoire d'Antenne 2 que le pouvoir médiatique peut arriver à dire et faire croire n'importe quoi, et c'est grave. Alors, vous, précisément, depuis une douzaine d'années, vous avez travaillé sur cette émission d'Antenne 2 qui est devenue un symbole, qui a déclenché des tas de choses dans le monde, et vous dites, ils nous ont raconté des histoires. Alors, à la base, il faut que je rappelle que moi je viens du monde des affaires, j'ai été un financier et ensuite chef d'entreprise. Et donc, quand je vois le reportage, je suis comme tout le monde, je l'accepte parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'en 2000, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas d'Internet à accès rapide. On n'a pas l'habitude de retourner voir les images sur Internet. On prend les informations et on se les reconstruit dans son cerveau. À telle enseigne que dans les jours qui suivent, dans les journaux, on vous expliquera qu'il y avait du sang partout sur ces images. Or, quand vous regardez les images et vous tapez Mohamed Al-Doura partout sur Internet, Al-Doura, vous verrez, il n'y a pas une goutte de sang. On nous affirme par exemple que le père et l'enfant ont reçu 15 balles d'armes de guerre. Il n'y a pas une goutte de sang ni sur leur corps, ni sur leurs vêtements, ni sur le mur sur lequel ils sont adossés. Donc tout cela est complètement selon ce que nous avons démontré, puisque moi je n'ai pas fait la démonstration au départ, ça a été fait par un chercheur israélien dès le départ, ensuite ça a été repris par d'autres personnes, je m'y suis intéressé, la télévision publique allemande s'est aussi intéressée à l'affaire, j'ai regardé et dès 2002 j'ai dit mais oui effectivement c'est une mise en scène. Et j'affirme donc très clairement et sans aucun risque, puisque je l'ai fait dans le monde entier, de l'Inde à l'Afrique du Sud, à la Turquie et aux États-Unis, dans toutes les grandes universités au monde, tout le monde reconnaît maintenant que le reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre est une pure et simple mise en scène. C'est-à-dire que nous avons par exemple aussi les images qui suivent la pseudo-mort de l'enfant, où on voit l'enfant soi-disant mort, lever le coude, tourner la tête en direction du caméraman et baisser le coude. Je suis certain que vous avez des médecins parmi vos auditeurs, ils vous confirmeront qu'un mort ne lève pas le coude et ne regarde pas une caméra quand il est mort. Alors, racontez-nous précisément, donc il y a des images qui montrent ce qu'on appelle à la télévision un assassinat en direct par les soldats israéliens d'un enfant martyr arabe. Bon, vous avez regardé ces images qui ont embrasé le monde et vous entendez que, en fait, certains chercheurs ont démontré que c'était faux, que ces images étaient un montage. Et alors là, vous qui êtes un fervent militant de la liberté, et notamment de la liberté d'expression et de la vérité de l'expression, vous dites que c'est pas possible, il faut se battre. Oui, je pense qu'à ce moment-là, moi, encore une fois, je n'ai rien à voir avec l'univers des médias, mais je dis, il y a un problème. Donc je vais voir les gens de France 2, j'ai rendez-vous, et je leur montre, et je leur dis, écoutez, regardez, vos images posent un problème. Et là, on ne m'écoute pas. Je me souviens de la fin du rendez-vous où le type de France 2 refuse de me serrer la main pour me dire au revoir, monsieur, partez. Et donc, on est dans un système, comme vous l'avez dit, quasiment totalitaire, c'est-à-dire que la vérité a été donnée par la chaîne de télévision publique France 2, elle est incontestable. Et il y a plusieurs exemples comme ça de vérités données par la télévision publique qui doivent être incontestées. Et donc moi j'ai dit non, c'est pas vrai. Donc pendant 2 ans, je me bats entre 2000 et 2002 en allant partout à droite à gauche dire attendez, regardez, ces images sont fausses. On dit ouais, mais on s'en fout. Je dis mais non, on s'en fout pas. Regardez, Daniel Pearl vient d'être égorgé pour ça. Tous les pays arabes sont en train d'en faire une icône. C'est vraiment l'icône planétaire, antisémite, mais aussi anti-occidentale. Parce qu'au Mali, je veux dire, la haine qui se déverse au Mali contre l'Occident, c'est pas contre Israël ou contre les Juifs. Ce monument, c'est contre l'Occident. Et donc un monument sur la place centrale. La place centrale de Bamako. Où on voit la place de l'enfant martyr de Palestine. Et donc, je vais voir personne ne m'écoute. Alors, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est qu'à l'époque, l'État d'Israël avait reconnu le crime dès le lendemain, donc il s'était excusé, pensant qu'il fallait oublier cette affaire, que c'était pas si grave que ça. Et ensuite, l'État d'Israël les autorités israéliennes n'ont pas voulu revenir dessus, pensant que c'était une petite histoire et que ça n'avait aucune importance. Et moi, je leur ai dit très rapidement, mais non, c'est une image d'une importance historique capitale. Tous les pays arabes vont s'en emparer, parce que c'est vraiment l'image qui accrédite l'accusation
mensongère de la barbarie contre l'innocence. Voilà. Exactement, l'image mensongère actuellement qui se développe contre Israël d'un État criminel. Et donc en 2004, voyant que il n'y avait aucun débat possible, parce que quand vous alliez voir France 2, vous alliez voir des gens de France 2, ils vous disaient mais attendez, on parle pas aux négationnistes, on ne va pas parler avec vous, Karsanti. Et c'était à ce niveau-là que ça s'est passé. Donc ce que j'ai fait en 2004, j'ai pris des avocats, on a regardé, j'ai dit voilà, je vais publier un article assez provocateur où je vais accuser France 2 d'avoir diffusé une pure et simple mise en scène, où dans l'article je vais mettre l'adresse de ma société et je vais dire j'accuse France 2 d'avoir diffusé une mise en scène et si vous voulez m'attaquer en diffamation, voici mon adresse. Et je dirais que l'affaire a parfaitement marché, puisque France 2 m'a attaqué en diffamation dans les jours qui ont suivi. Alors France 2 vous attaque, et du coup il y a un procès. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors en 2006, donc 2 ans plus tard, le procès a lieu. Je présente une partie des preuves. Vous savez, vous connaissez la 17e chambre, c'était assez difficile de se faire entendre au niveau de la liberté d'expression là-bas, mais donc je prends une partie des preuves. Le procureur de la République dit à la fin du procès qu'Arsanti a apporté des preuves convaincantes et suffisantes de la mise en scène. Il doit être relaxé, donc je suis assez confiant. Sauf que France 2, dans cette procédure-là, n'a apporté aucune preuve, si ce n'est des témoignages complètement délirants, mais aussi, par exemple, une lettre de Jacques Chirac qui dit que Charles Anderlin est un très grand journaliste. Et un mois plus tard, contrairement à toute attente, je suis condamné en diffamation. C'est un coup de théâtre. Je fais appel. Et là, je suis renvoyé donc en appel en septembre 2007. Septembre 2007, ça se passe donc à la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris. Le procès démarre, les magistrats sont assez désagréables à mon égard, mais à un moment donné, j'arrive à éveiller leur intérêt. Je leur dis, mais attendez, France 2 nous dit par exemple détenir 27 minutes d'images qui prouvent l'assassinat de l'enfant et les... Donc j'imagine qu'à la télévision, il y avait eu quoi? 1, 2, 3 minutes, 50 secondes 50 secondes. 50 secondes, voilà. Et France 2... a diffusé des témoignages partout dans le monde entier disant nous avons 27 minutes de l'assassinat de l'enfant. Et le directeur de l'info de France 2 à l'époque avait même déclaré nous avons retiré de l'antenne, nous n'avons pas mis à l'antenne les images des balles qui atteignent le père et l'enfant. C'est quand même considérable. Vous dites le type ne met pas à l'antenne les images des balles qui atteignent le père et l'enfant, ils ont 27 minutes du crime et ils ne les montrent pas. C'est quand même incroyable. Donc les juges disent mais c'est vrai que c'est bizarre. Ils se retournent vers France 2, ils disent mais attendez France 2. Enfin l'avocat de France 2, parce que France 2 ne se déplace même pas à ce moment-là. Vous avez 27 minutes des images, vous avez les images qui atteignent le père et l'enfant, et vous ne les montrez pas. Nous interrompons le procès, nous demandons à voir les images. Donc le procès est renvoyé à 2 mois plus tard, en novembre 2007, et là, coup de théâtre, France 2, au lieu d'apporter 27 minutes, en a effacé 9 et n'en apporte que 18. Et là, dans les 18 minutes, on voit 16 minutes d'images ridicules. On voit des gens qui parlent dans la caméra, qui font des mises en scène devant les ambulances, des scènes grotesques. Et les 50 secondes, plus à la fin 10 secondes qui suivent et qui sont accablantes pour France 2, mais que j'avais déjà récupéré à l'époque à la BBC, puisque la BBC avait eu ces images-là, où on voit l'enfant, soi-disant mort, lever le coude une fois qu'il est mort et regarder la caméra. Et j'ai encore d'autres images qui montrent que le caméraman coupe les images et le père et l'enfant sont partis. Et malgré les 15 balles d'armes de guerre qui auraient transpercé leur corps, il n'y a pas une goutte de sang sur le mur ou partout ailleurs. Donc c'est complètement grotesque. Les magistrats sont assez mécontents contre France 2, ils s'aperçoivent qu'ils se moquent d'eux. Le procès reprend en février 2007. Et là, j'ai face à moi Francis Spinner, grand ténor du barreau, lui qui m'accuse d'être le croisement aigri de Forisson, le négationniste, et Thierry Messant, celui qui dit que les attentats du 11 septembre, c'est la CIA et le Mossad. Et au bout de 7 heures de débat, on est renvoyé au 21 mai pour le jugement, et pour l'arrêt, et le 21 mai, je suis relaxé. Alors là, c'est une joie incroyable, avec un arrêt qui est dévastateur contre France 2. Les écritures des magistrats sont dévastatrices. Une semaine plus tard, le Nouvel Obs publie une pétition signée par plusieurs centaines de journalistes français disant que moi je suis une sorte de négationniste et que Charles Anderlin est le plus grand journaliste qui existe actuellement au Proche-Orient. Pétition reprise dans Marianne, pétition reprise dans Le Monde, qui est toujours actuellement accessible en ligne. Par la suite, le pouvoir politique continue à s'en mêler. Nicolas Sarkozy, appréciant tellement Charles Anderlin, lui fait remettre la Légion d'honneur l'année qui suit. France 2 refuse de reconnaître la mise en scène et donc va en cassation. Le procès en cassation normalement aurait dû se dérouler bien. L'avocat général requiert le rejet de la cassation, mais coup de théâtre, l'arrêt de la cour d'appel est cassé. Il est cassé sur un point de droit qui est assez contestable en disant qu'en fin de compte les magistrats n'avaient pas le droit de demander les images pour m'aider.
Mais en fin de compte, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas demandé les images pour m'aider, ils avaient demandé seulement les images pour voir est-ce que France 2 a vraiment les éléments qu'ils prétendent avoir. Et de toute façon, vous aviez les images par la radio anglaise, la BBC. Voilà, la télévision anglaise, et par d'autres images, j'avais des images de Reuters, de la Société de Presse, j'avais plein d'autres images. Et donc, l'arrêt est cassé en 2012, Là, et donc renvoyé en 2013 à la Cour d'appel. On est renvoyé à la Cour d'appel en janvier 2013. Là, le procès se déroule assez bien. Je montre encore une présentation assez précise pendant 1h30 de tous les détails de la pure et simple mise en scène de France 2. Et là, l'affaire est renvoyée, l'arrêt est renvoyé au mois d'avril 2013, donc le 3 avril 2013. Quand j'arrive à la Cour d'appel, les magistrats disent « Nous n'avons pas pu nous décider, nous ne pouvons pas rendre notre décision, nous vous demandons de revenir le 22 mai 2013. » Donc je retourne le 22 mai 2013, et là, idem, nous n'avons pas pu prendre notre décision, nous demandons de revenir le 26 juin 2013. Donc là, je retourne le 26 juin 2013, et j'arrive devant les magistrats, et là, j'apprends aux stupéfactions que je suis condamné en diffamation et que je suis condamné à payer 11 001 €, c'est-à-dire qu'il y a 10 001 € pour France Télévisions, 7 000 plus 3 000 de première instance pour France Télévisions plus 1 € symbolique et 1 000 € d'amende. Je me suis bien évidemment pourvu en cassation parce que l'arrêt est complètement étonnant, pour être poli, mais il y a quelque chose d'incroyable quand on lit cet arrêt de la Cour d'appel, et tout ça est disponible, il suffit de me le demander, je les envoie et beaucoup sont mis en ligne, c'est qu'en fin de compte, l'arrêt de la Cour d'appel dit écoutez, peut-être que vous aviez raison en gros, peut-être que vous avez raison de dire que c'était une mise en scène, mais c'était pas ça le problème. En 2004, vous aviez tort de le dire puisque vous n'aviez pas les éléments que vous avez maintenant. Donc si on doit résumer la position des magistrats, c'est en gros, je suis condamné en diffamation pour avoir été intuitif en 2004. C'est-à-dire qu'en 2004, j'ai dit c'était une mise en scène, d'accord, et eux disent vous n'aviez pas les éléments pour le savoir, vous les avez découverts après. Donc en gros, je suis une sorte de voyant pour eux. Donc on va en cassation. Mais le problème n'est pas là. Aujourd'hui, c'est un problème politique. C'est un problème qui doit être décidé au plus haut sommet de l'État. Je sais que Jacques Chirac s'y était intéressé lors de sa présidence. Nicolas Sarkozy s'y est intéressé de façon très active lors de sa présidence pour couvrir ce bidonnage et cette mise en scène. Et maintenant, j'attends de voir quelle sera l'attitude du gouvernement actuel. Donc en fait, ce qui est particulièrement choquant, c'est que on s'aperçoit au travers de cette histoire que du pouvoir des médias et finalement de la façon dont ils peuvent conserver ce pouvoir contre vents et marées. Moi, j'ai un rapprochement que je ferai volontiers avec ces images que beaucoup de nos auditeurs sans doute ont en tête et que vous, Philippe Carsanti, à l'Instant de l'air, vous avez sûrement en tête, ces images photographiques que délivrait Staline quand il faisait part donc de la composition de son politburo au fur et à mesure qu'il procédait à des purges toujours plus sanglantes. Ces purges donc concernaient tout le monde, y compris des membres du politburo qui disparaissaient. Et alors chaque fois, après des purges des membres du politburo, il reconstruisait ces photos et il publiait les photos du politburo rétroactivement avec les personnes qui avaient disparu, qui étaient au goulag ou qui étaient mortes, disparaissant de la photo. Et il disait, voilà le politburo, il y a 2 ans, c'était ça. Alors que c'était pas ça du tout. Et là, au fond, aujourd'hui, Antenne 2 aurait fait la même chose. C'est-à-dire aurait publié une photo qui n'est pas la photo. Et aurait présenté une photo qui n'est pas la vérité. Et ça s'appelle, effectivement, on en parlait tout à l'heure, un pouvoir totalitaire. Alors, vous avez entièrement raison, mais je tiens à dire que, et c'est pour ça que je suis ravi d'être invité chez vous, c'est probablement la première fois que je suis invité sur une radio libre en France, une vraie radio libre où on peut s'exprimer, comme je peux le faire ici, parce qu'il ne m'a jamais été donné la possibilité d'expliquer tout cela à des auditeurs en France, dans quelque radio que ce soit, sans être interrompu de façon, je dirais, agressive, et même, je dirais, Europe 1 n'a jamais donné la parole. Une fois, j'ai été invité, mais tout de suite annulé, puisque les réseaux anderna sont intervenus. Toutes les radios et tous les médias ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient pour couvrir l'information. Et il y a une forme, je dirais, d'omerta incroyable qui me fait poser la question. Ça, c'est un sujet sur lequel j'ai creusé. Mais combien y a-t-il de sujets importants et de sujets
qui ont été traités par les médias qui sont aussi des manipulations. Et je dis simplement à vos auditeurs, quand vous êtes expert d'un sujet, vous êtes expert de pêche, vous êtes expert d'éducation, vous êtes expert d'armes ou de ce que vous voulez, vous apercevez que quand les médias touchent ce sujet, c'est souvent ou bien n'importe quoi ou bien un angle politique qui va à l'encontre de la vérité. Eh bien, je crois que c'est l'expérience qu'on a pu faire sur cette image. Le problème de cette image, c'est qu'elle est devenue historique. Alors, c'est vrai qu'on a pris le parti de raconter cette histoire parce que c'est pas une histoire banale. C'est une histoire qui a eu une très grande portée dans le monde, vous l'avez dit. Sur ce que vient de nous raconter Philippe Carsanti, donc Nicolas Lecossin, vous avez des questions. Tout d'abord, je suis très admiratif du combat qu'il a mené, Philippe Carsanti, de se battre contre les médias français, qui, il faut reconnaître, ils ne connaissent jamais quand ils se trompent. Et d'ailleurs, les journalistes français n'ont pas vraiment pour habitude de démissionner quand ils racontent n'importe quoi. Ça devrait arriver plus souvent parce qu'ils racontent souvent n'importe quoi. Je pense aux journalistes américains, par exemple, des grands journalistes comme Dan Rather, qui étaient très connus aux États-Unis, qui ont démissionné du jour au lendemain parce qu'ils racontaient n'importe quoi. En l'occurrence, ils avaient falsifié des documents qui concernaient l'ancien président George W. Bush, qui, soi-disant, n'avait pas fait son service militaire. Malgré cela, le journaliste a bien démissionné parce que c'était faux. Mais dans l'histoire, il y a eu d'autres exemples. Mais ce qui est le plus inquiétant dans cette histoire, c'est qu'avec l'enfant arabe palestinien, c'est que on est à une époque où il y a Internet, où il y a des images, on peut vérifier. C'est encore plus grave. Dans le passé, moi je me rappelle plus l'année, un grand scandale qui s'est passé sous l'apartheid en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a une image d'une enfant noire derrière des barreaux. Enfin, une gamine de 4 ans, ça a provoqué un énorme scandale, je ne sais pas dans quelle année c'était, et on avait dit voilà, on enferme des enfants. Alors on a découvert après que cet enfant était dans un parc en fait, en Afrique du Sud. Bon, ça a provoqué un énorme scandale dans les années, je sais pas, 70, je me rappelle plus l'année. Puis plus récemment, Timisoara. Timisoara, donc qui a fait beaucoup de tort au peuple romain, j'en sais quelque chose. C'était faux en partie parce que bon, il y a eu des morts, beaucoup de morts à Timisoara. On a exagéré le nombre de morts, c'est effectivement. Mais toutes ces histoires qui passent un petit peu à la trappe et qui devraient être enseignées dans les écoles de journalisme, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas malheureusement. Alors vous avez tout à fait raison. Philippe Carsanti. Timisoara, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, quand la vérité est découverte par certains, elle est répandue dans le monde entier et tout le monde s'excuse et dit « nous sommes trompés ». Je crois que j'en avais parlé avec Jean-Claude Bourret, ancien présentateur de TF1, qui me disait à l'époque, oui, comment ils se sont fait manipuler à l'époque. Et tout de suite, ils se sont excusés, ils ont dit cela. Ils ont dit « voilà, on s'est fait avoir ». Pour revenir juste sur un point, ce que vous disiez sur Internet, vous savez, je crois que contrairement à ce que les gens pensent, Internet n'a pas libéré l'information, mais elle l'a plutôt ghettoisée. C'est-à-dire que vous comme moi, nous recevons des emails et nous allons sur des sites de gens qui nous ressemblent et qui pensent un peu comme nous et qui font que nous ne sommes plus tellement confrontés aux avis opposés. Je dirais que les gens qui sont plutôt dans notre environnement intellectuel avons tendance à aller voir quand même ce qui se passe de l'autre côté de la barrière parce qu'on s'amuse et on s'intéresse de voir le débat, ce qui se passe en face, et quelquefois on aime bien se confronter à leurs idées. Du côté, je dirais de la gauche bien pensante, non, il y a un rejet absolu. Vous savez, moi je suis interdit de médias. Il y a eu quelques mois, je peux vous donner une toute petite anecdote, j'ai été invité sur e-télévision pour commenter l'investiture de Barack Obama. C'était une émission qui a duré 2h30, ce qui était très intéressant. C'est que donc chaque fois qu'on disait que Barack Obama était le plus grand homme sur Terre, le plus grand président qui soit jamais présenté, j'ai dit non, je conteste sa politique étrangère, je contestais sa politique, je conteste ça. Et donc les journalistes ont commencé vraiment à s'énerver sur le plateau. Il y a un type qui a menacé de quitter le plateau, alors que je disais simplement des choses. Pas d'accord. Je n'étais pas d'accord pour dire la journaliste de Canal+, Laurence Haïm, a pris le micro, s'est frappé la tête avec le micro en disant ce type est fou. Enfin, sous-entendant ce type est fou. Et le lendemain, j'ai eu le droit à 2 articles dans le Nouvel Obs et dans le Huffington Post pour dire il ne fallait pas l'inviter. Ce type-là ne peut pas être invité dans les médias parce qu'il ne pense pas comme nous. Alors je dois dire, allez-y. Juste pour compléter, parce que Laurence Haïm a été correspondante de Canal+ en 2004 à Washington, lorsque George W. Bush a été réélu. Elle a pleuré en direct à la télé.
Et pourtant, il n'a pas été licencié ou il n'a pas démissionné. Donc, ça montrait quand même l'orientation le choix de leur enseigne. Alain Sandler, vous voulez intervenir? Oui, ce que je viens d'entendre confirme en tout point le combat que l'on mène au Cercle des citoyens français. C'est le reflet exact de ce que nous appelons l'oligarchie, c'est-à-dire le mélange des genres, l'interventionnisme politique vis-à-vis des médias. Vous avez cité quand même quelques exemples qui sont assez frappants. Or, nous disons ceci, la France est malheureusement un bateau ivre. Elle part à droite, elle part à gauche, et elle n'est jamais dans le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir citoyen dans ce pays. Et nous nous battons pour qu'il existe enfin en France un contre-pouvoir citoyen. Et le moyen de le mettre en place, eh bien, je n'en vois qu'un, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Alors, on y reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien, Alain Sandler. Simplement un petit rappel pour nos auditeurs de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, sur notre libre journal des droits et des libertés. Rappel pour nos auditeurs qui nous ont peut-être rejoints en cours d'émission, que nous sommes en train de parler de cette émission diffusée par France 2 le 30 septembre 2000, mettant en scène un soi-disant assassinat d'un petit enfant arabe, Mohamed Al-Doura, par les soldats israéliens. Et c'est cette histoire, présentée de manière très courte, 50 secondes de séquence à la télévision, que Philippe Karsenty a contesté en démontrant que finalement les scènes présentées ne pouvaient pas être autre chose que des scènes artificiellement montées, jouées, mais pas des scènes vécues. Ne serait-ce, c'est important qu'on le rappelle parce que on nous présentait des morts ayant reçu plus d'une dizaine de balles d'armes de guerre, sans qu'il y ait eu de sang sur les images, parce qu'on nous présentait un enfant mort qui, après sa mort, levait le bras et tournait le regard vers la caméra. Donc, un certain nombre, évidemment, d'incohérences. Ces scènes montrant l'enfant levant le bras ou tournant le regard, n'ayant pas été présentées à la télévision, mais ayant été obtenues après, de la part des télévisions ayant eu la séquence complète. Donc, tout ça est extrêmement grave. Vous parliez les uns et les autres donc de plusieurs histoires comme ça présentées par les médias ou par l'idéologie ambiante. Moi, je parlerai de Katyn aussi. Katyn, finalement, cette monstruosité d'assassinat de 10 000 officiers polonais par les Russes, qui les avaient attribués aux Allemands, ce que tout le monde a cru jusque dans les années 80, la fin des années 80, il a fallu que Gorbatchev dise « Ah ben non, mais c'est vrai, les archives disent que c'est nous qui l'avons fait », pour que enfin les médias admettent que c'était non pas les Allemands mais les Russes, ce que tout le monde savait parce que les familles des officiers polonais avaient dit « Mais non, bien sûr que ce ne sont pas les Allemands », non pas que les Allemands d'ailleurs aient été exaucés de tous les crimes, ils en avaient commis d'autres, mais ce ne sont pas en l'espèce les Allemands, mais ce sont les Russes qui avaient tué ces 10 000 officiers polonais, et donc une très large partie de l'opinion, je dirais, éclairée et qui n'était pas sous la coupe de l'idéologie ambiante marxiste le savait, mais les masses médias, d'une manière générale, continuaient de prétendre que Katyn, c'était les Russes. Au fond, on est un peu dans une même histoire, sauf que le pouvoir des médias devient de plus en plus important. Oui, et qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Et ce que disait monsieur, il n'y a aucun contre-pouvoir. Je vais agacer l'autorité de tutelle, mais le CSA a été saisi. J'ai saisi le CSA dès 2005 de cette affaire. Dès que je suis vraiment rentré en combat contre France 2, j'y suis allé, je suis allé les voir. Et à l'époque, Dominique Baudis, qui venait lui-même de sortir de la plus grosse manipulation médiatique sexuelle et tout ce que vous pouvez imaginer dont il a été victime, était très affaibli. Il m'a dit, écoutez, saisissez-moi officiellement, je veux vraiment vous aider sur ce dossier-là. Et ce qui est assez incroyable, c'est que lui, je prendrai juste un exemple entre Dominique Baudis et France 2, parce qu'il a subi la même chose de France 2. Et ce qu'il explique dans son livre, il dit, il est allé voir la journaliste de France 2 qui avait donc rapporté toutes les accusations délirantes contre lui.
Cette journaliste s'appelle Florence Bouquilla, et il va la voir et lui dit, mais enfin écoutez, vous m'avez accusé des pires crimes, et ensuite vous apercevez que ça n'est pas vrai. Pourquoi ne vous êtes pas excusé? Pourquoi n'avez-vous pas dit à la télévision, voilà, nous nous sommes trompés? Et la journaliste de France 2, qui est toujours en poste actuellement, lui a répondu, mais enfin monsieur, on ne fait jamais ça à la télévision. Et ça, c'est dans le livre de Dominique Baudis. Et donc je m'étais dit, Dominique Baudis va m'aider. Malheureusement, il avait un directeur de cabinet qui s'appelle Camille Pascal. Camille Pascal, qui a donc travaillé pour couvrir ce bidonnage au sein du CSA, et qui était donc son directeur de cabinet. Ensuite, il a réussi à se faire transférer au sein de France Télévisions contre l'avis de déontologie de la fonction publique. Et au sein de France Télévisions, il était secrétaire général de France Télévisions, en charge notamment de protéger France 2 contre la vérité. Et ensuite, il a été transféré au cabinet de Nicolas Sarkozy en janvier 2011, dont il est devenu une des pseudo-plumes. Et donc là aussi, quand Nicolas Sarkozy a été plusieurs fois interpellé sur ce dossier-là, c'est lui qui a protégé. Et donc on s'aperçoit que dans ce milieu consanguin, où les gens passent d'une maison à l'autre, d'une radio à une télévision, tout le monde se tient par la barbichette. Et je dirais que le discours dominant est protégé par une caste qui ne laisse place à aucune note dissonante. Alors, je pense que vous avez raison, mais que, en l'espèce, ce phénomène est encore renforcé par le fait que c'est une télévision publique. Et donc, c'est une télévision publique qui est consanguine avec tout ce qui est public en France. Et Dieu sait qu'il y a des choses publiques en France. Alors, vous avez raison, mais je voudrais rajouter sur ce plan-là, c'est qu'il n'y a pas de médias non publics en France. Si vous regardez, à part votre radio libre peut-être, mais si vous regardez... Sûrement. Voilà, sûrement. Mais si vous regardez les télévisions TF1 ou les autres télévisions, je dirais privées, elles vivent aussi de contrats publics, donc elles sont dépendantes de l'État et ils marchent dans le même sens. N'oubliez pas aussi qu'un journaliste de Canal+ va ensuite travailler chez France 2 ou alors chez TF1, donc il n'a aucune envie de se mettre mal avec ses petits camarades. Et regardez, et je crois que la France, et j'insiste là-dessus quand je vois ce qui s'est passé ces dernières années, la France est le seul pays au monde où la presse n'est pas libre. Regardez le niveau de subvention des médias en France, des médias écrits, on atteint des pourcentages incroyables. Et malheureusement, ça ne fait que s'aggraver. Donc aujourd'hui, un média qui se mettrait en opposition avec le pouvoir dominant serait asséché. Alors vous avez complètement raison, c'est-à-dire que même les médias qui ne sont pas publics, par la détention de propriété de l'État, sont en fait dépendants. C'est ce que vous dites. Sauf quelques radios, comme la nôtre, qui ne vivent que des contributions de leurs auditeurs. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre radio insiste à chaque émission sur le fait qu'elle ne dépend que de ses auditeurs et que c'est très important puisque ça nous permet de dire ce que nous voulons dans la recherche de la vérité qui doit être la mission essentielle de tout débat public. Ceci étant, j'insiste quand même sur le fait que c'est encore plus grave de mon point de vue du fait que Antenne 2 est une télévision publique, c'est-à-dire qu'elle est censée nous appartenir à tous. Et donc, quand elle commet une erreur, ce qui arrive à tout le monde, ça peut arriver. On peut être trompé par quelqu'un, on peut commettre soi-même une erreur involontaire, mais dans ce cas-là, on la reconnaît et nous avons des auditeurs qui nous adressent des messages en nous disant « Oui, malheureusement, il ne s'agit pas d'une erreur. Ils connaissaient puisqu'ils avaient la séquence suivante. Ils nous ont trompés. » Oui, alors vos auditeurs ont probablement raison, mais vous savez, moi, dans ce débat qui est un débat pour moi pour obtenir une vérité historique, et ce n'est pas un combat contre France 2, ce n'est pas un combat contre Charner, c'est un combat pour la vérité. Et donc je ne veux accabler personne. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est éclater. Et mon objectif est simple. Je demande à France Télévisions de dire voilà, en ouverture d'un 20h, nous nous sommes trompés le 30 septembre 2000, nous avons diffusé ce que nous pensions être la mort d'un enfant dans les bras de son père. L'image nous a été envoyée par un caméraman qui nous a manipulés et c'est une fausse information. C'est la seule chose que je demande. Et tant que ce ne sera pas fait, je continuerai. Alors, l'un de nos auditeurs nous dit, mais comment Philippe Carsanti, qui mène ce combat, qui est un beau combat, peut-il s'occuper de tout ça? Ça doit prendre beaucoup de temps, et aussi beaucoup d'argent, parce que ces procédures sont coûteuses. Alors, en effet, moi, j'ai eu deux chances dans ce combat, dans ma malchance. D'abord, c'est que je venais d'un univers économique dans lequel j'avais pu gagner un petit peu d'argent avant et en mettre de côté. Et ensuite, j'ai eu aussi la possibilité d'être aidé
par certains membres de ma famille qui ont trouvé que ce combat était assez important et assez historique pour mériter d'être défendu. Et donc, ça fait vraiment maintenant 11 ans que je me consacre à 100% de mon temps au combat pour la vérité. C'est-à-dire que quand je vous dis je suis allé dans le monde entier pour prêcher la bonne parole, je suis allé en Afrique du Sud. Vous parliez de l'Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé à l'université de Johannesburg où j'avais 100 étudiants de tous les pays d'Afrique qui étaient en face de moi et qui tombaient de leur chaise parce que il faut pas croire que tout le monde vit comme en France où tout le monde pense la même chose. Vous allez même dans des pays qui vous paraissent les plus tiers-mondistes ou qui vous paraissent les plus hostiles au monde occidental, ces gens-là ont quand même un amour de la vérité qui n'existe plus en France. Et quand vous avez un type du Ghana et qui se lève et qui dit mais écoutez monsieur, c'est tellement scandaleux ce que je viens de voir, pas ce que vous dites, mais de voir que la France peut faire ça. On vient nous donner des leçons de démocratie et des leçons de journalisme dans les pays d'Afrique noire en disant qu'on nous sommes tous des pays totalement, comme le disait Nicolas Sarkozy, pas encore entrés dans l'histoire. Mais excusez-moi de vous dire, non, c'est vous qui avez dépassé un stade, je dirais, du totalitarisme. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que quand je vais dans toutes les universités américaines et je fais ces démonstrations-là... Alors vous êtes de retour des États-Unis, justement, vous avez parlé de ça. Oui, alors j'ai fait... Aux États-Unis, j'ai fait pendant 6 ou 7 ans, j'ai fait des conférences dans toutes les grandes universités américaines pour éveiller l'attention des gens. Je l'ai fait aussi à Bruxelles. Alors à Bruxelles, ça a été différent. Par exemple, il m'a fallu 5 gardes du corps et une voiture blindée. Vous savez, il y a des endroits où il faut être plus prudent. Mais je suis retourné encore cet été aux États-Unis où j'ai fait une tournée d'une douzaine de conférences. Et là, c'est très intéressant parce que j'ai fait beaucoup de conférences dans des cabinets d'avocats. Vous savez, on réunit 40 avocats et ils veulent regarder, ils veulent comprendre. Parce qu'ils se disent, mais quel est cet État, la France ? Dans quel état est-elle devenue pour que maintenant le droit soit mis au service de la protection du mensonge? Parce que c'est vraiment ça. On a un problème de démocratie française où le mensonge est protégé par le droit. Alors venons-en précisément à cet autre volet qui est celui de la justice. Parce que vous avez mis en branle en quelque sorte des procédures, donc la machine judiciaire, sur un point qui était un point au fond presque important bien sûr, mais je dirais non essentiel. C'était un problème de diffamation. Donc, on n'est pas dans un problème de crime, un problème de délit. On est sur un... enfin, c'est peut-être un délit, mais on est sur un sujet qui doit être un sujet relativement paisible à aborder par des magistrats. Or là, ce que vous nous dites, mais vous ne nous l'avez pas encore raconté complètement, c'est que finalement, la justice elle-même aurait peut-être, il faut être prudent, on ne peut pas accuser les juges, bien sûr, mais aurait peut-être elle-même été sous influence, ou est-ce qu'elle aurait eu des pressions? Alors, c'est très intéressant. Oui, la justice subit des pressions, mais d'abord, elle subit la pression de l'ambiance. Elle subit la pression des médias dominants qui vous rentrent dans la tête une idéologie, une façon de penser, qui fait que vous n'êtes même plus libre de... Vous croyez penser par vous-même ce que vous avez entendu par les autres. Je vais vous donner une anecdote assez intéressante. En 2008, la magistrate qui m'a relaxé, donc la présidente de la Cour qui m'a relaxé, c'était très étonnant. Son arrêt était vraiment dévastateur contre France 2. Et j'invite les gens à m'envoyer un email. Mon email est tout simple, c'est philippe@carsenti.fr. Mon prénom. K-A-R-S-E-N-T-Y. Voilà, philippe@ comme en France, @carsenti.fr. Et donc, dans l'arrêt de la Cour d'appel, qui est accablant pour France 2, les gens étaient très étonnés. Un jour, une de mes amies la rencontre dans un cocktail, 1 an plus tard, et lui dit bravo d'avoir jugé en faveur de Carsenti, ça a dû être très dur. Et elle répond, en effet, ça a été très dur. Vous n'imaginez pas les pressions que j'ai dû subir, politiques, médiatiques, partout. Tout le monde m'a demandé, de ministres partout, m'ont dit, il ne faut pas juger en faveur de Carsenti. Elle a dit, mais attendez, son cas est tellement en sa faveur que je ne vois pas comment je peux juger contre lui. Et on lui a dit, mais attendez, si vous jugez en sa faveur, nous allons ruiner votre carrière. Et vous savez ce qu'elle leur a répondu? Elle leur a répondu quelque chose de très simple. Elle leur a dit, mais vous savez, je m'en fiche, je pars à la retraite dans 3 mois. Donc ma chance, ça a été de tomber sur une magistrate qui partait à la retraite 3 mois plus tard. Et je crois que c'est ça vraiment l'important. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple quelqu'un comme Jean-Claude Bourré qui prend position en ma faveur, ou des gens comme Yvan Levaille. Ce sont des gens, par exemple, qui n'ont plus rien à voir avec l'univers médiatique et qui ne sont plus tenus par la barbichette. Ce ne sont plus des gens qui ont des intérêts à défendre. Ils sont là pour la vérité et ils regardent, ils disent écoutez, c'est évident. Quand on voit un type qui a 15 balles d'armes de guerre et qui n'a pas une goutte de sang, il y a un problème. Un enfant mort qui lève le coude et qui regarde la caméra, il y a un problème. Toutes les déclarations. Vous savez, je peux aller plus loin. France 2 a produit au tribunal
des témoignages écrits qui sont hilarants. On a par exemple le témoignage de l'ambulancier qui nous explique que les Israéliens ont tiré avec des missiles anti-chars et des hélicoptères sur le père et l'enfant. On a un autre journaliste d'une autre télévision qui vous dit qu'un avion a tiré sur le père et l'enfant. Et on a encore des hélicoptères, des missiles, ça. Et à la fin, il n'y a toujours pas une goutte de sang sur le père et l'enfant. Donc, tout ça est délirant. Et donc, tous ces gens-là disent, mais attendez, ouvrez les yeux. Jean-Claude Bourré a lui-même appelé Charles Anderlin. Il lui a dit, Charles, tu ne peux pas continuer à défendre ce dossier-là. Et Anderlin lui a dit, non, je continuerai à le défendre. Et ce qui est très grave, c'est que dans la défense de Charles Anderlin, il y a des gens... Alors vous allez me dire, vous les soupçonneriez dans ce coin-là. Bon, bien évidemment, il y a des gens comme Jack Lang, tout un tas de gens d'hommes politiques comme ça, des Noël Mamère. Mais vous avez des gens comme Jacques Attali, qui est quand même, on peut aimer ou ne pas aimer l'homme, mais qui est quand même un homme intelligent. Jacques Attali a fait partie des premiers signataires de cette pétition, a fait partie de ceux qui ont défendu. Vous ne m'étonnez pas, personnellement. Voilà. Vous trouverez aussi des gens comme Hubert Védrine, mais je vous dis, des centaines de journalistes. Jean-Claude Dacier, l'ancien patron de TF1. Des gens partout. Tous les médias français sont représentés dans cette pétition que j'appellerais la pétition de la honte. Pas le nôtre. Je voudrais dire quelque chose. Alain Sandler. Que quand j'entends des choses pareilles, j'ai honte pour mon pays. Ah, c'est plutôt triste, oui, mais c'est pour ça qu'il faut se battre, pour que non seulement la vérité apparaisse, parce que bien sûr c'est important, mais ici, si nous avons voulu assurer cette émission, c'est pour que les méthodes changent, qu'on fasse évoluer aussi le rapport entre les médias et ceux qui les lisent, qui les entendent. Mais Nicolas Lecossin, qui, je le rappelle, a vécu, lui, sous le régime soviétique, roumain, et donc sait ce que c'est que l'absence de liberté d'expression. Nicolas Lecossin, vous aviez des questions ou des suggestions? Ça me fait penser à un livre célèbre de Jean-François Revel, La connaissance inutile, qui traite justement de la désinformation. Il donne beaucoup d'exemples de ce genre-là. Il aurait sûrement pris cet exemple, il l'aurait mis dedans. Et c'est un livre qui est paru au début des années 90, il s'en prend beaucoup au journal Le Monde, à toutes les raisons, au New York Times, etc. Il donne des exemples extrêmement. Par exemple, l'histoire lancée par Jean Ziegler, vous savez, le fameux tiers-mondiste, comme quoi, qui disait qu'environ 2000 enfants mouraient de faim dans le monde toutes les heures ou quelque chose comme ça. Il suffit de faire un simple calcul, ça voudrait dire que tous les enfants qui naissent en Afrique meurent toutes les heures de faim. Donc voilà, c'est des informations qui ont été reprises par les médias. Un autre exemple qu'il donne dans son ouvrage, c'est un dictateur marxiste d'Amérique centrale qui est venu en Europe demander de l'argent, bien sûr, des aides, en disant que son économie s'est écroulée à cause de la sécheresse. Il aurait suffi de vérifier que dans ce pays-là, je pense que c'était le Venezuela, je ne me rappelle plus lequel, il n'y a jamais de sécheresse parce que c'est un pays tropical. Donc voilà, c'est ce genre d'exemple qui correspondent à la désinformation. C'est incroyable comment ça a pu durer. C'est la connaissance inutile alors qu'on peut vérifier. J'avais une question à la fin, c'est est-ce qu'on peut voir les fameuses sur Internet, les 20 secondes où l'enfant... Ah oui, tout est sur Internet. On peut le voir. D'abord, parce que tout est réparti un petit peu partout sur Internet. Vous savez, comme je dis, Internet est une jungle où il est très difficile de trouver ces informations. Mais si vous tapez par exemple Aldoura, ça s'écrit A-L, plus loin D-U-R-A, 10 secondes, vous verrez sur Internet, vous verrez la première vidéo, vous voyez l'enfant qui lève le coude et qui est mort. Mais surtout, tapez Mohamed Aldoura sur Internet, regardez simplement images, et vous verrez qu'il n'y a pas une goutte de sang. 15 balles d'armes de guerre et pas une goutte de sang. Vous savez, et je vous dis, on a apporté plus d'une centaine de preuves. J'insiste sur le fait que France 2, en maintenant bientôt 13 ans, après 13 ans après les faits, n'a toujours pas apporté la première preuve de leur accusation initiale. Parce que c'est quand même ça. Dans n'importe quel... je dirais, roman policier ou film policier, on sait très bien que c'est quand même, je dirais, à ceux qui accusent d'apporter les preuves de leur crime. Là, non. Là, c'est France 2 qui accuse des soldats d'avoir tué un enfant, et c'est à moi, qui ne suis même pas parti au débat, qui doit venir prouver que ce qui n'a pas eu lieu n'a pas eu lieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des infiltrés dans les médias? D'ailleurs, l'un de nos auditeurs nous dit, mais est-ce qu'il y a des infiltrés? Que pensez-vous des infiltrés présentés par David Pujadas sur France 2? Alors, donc, David Pujadas présente une émission très intéressante qui s'appelle donc Les Infiltrés sur France 2. Moi, je suggère à une autre chaîne de télévision de faire une émission Les Infiltrés à l'intérieur de France 2 pour savoir vraiment quelle est la fabrique de l'information. Et je peux vous la dire, puisque
tout au long de ce combat, rencontré beaucoup de gens de France Télévisions et d'autres médias qui sont venus me raconter comment ça se passe là-bas. Et il faut savoir que des dirigeants de France Télévisions sont venus me voir chez moi, à la maison, pour me dire « Philippe, on sait que tu as raison, on ne sait pas comment s'en sortir ». Et c'est vraiment ça le problème du pouvoir totalitaire, c'est qu'ils ont besoin de sauver la face. Je dirais, le totalitarisme a besoin de garder son, besoin de garder son honneur, de sauver son honneur. Et moi, je leur ai proposé plusieurs fois. Je leur ai dit, vous avez une chose toute simple. Le vrai fabricateur du mensonge, c'est le caméraman Talal Abourahma, qui est un caméraman local à Gaza. C'est lui qu'il faut charger. Sauf que vous vous êtes tous mis à couvrir l'inacceptable, et c'est une chaîne d'irresponsabilité qui arrive à couvrir le plus gros mensonge médiatique des temps modernes. Alors, l'un de nos auditeurs nous dit, mais au fond, est-ce que, et je sais que c'est une question que vous avez souvent, à laquelle vous avez souvent eu à répondre, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un moyen qui aurait été de retrouver le petit Mohamed Al-Doura, devenu grand, bien sûr, 12 ans après, ou 13 ans après? Alors c'est une très bonne question, mais c'est une question qui n'a pas de sens à deux enseignes. La première chose, c'est que moi, mon analyse s'arrête à la fin du reportage de France 2. J'affirme que quand le caméraman de France 2 coupe sa caméra, l'enfant est vivant. Je n'ai aucun moyen de prouver que 12 ans après, sachant qu'il a vécu dans une zone de guerre où les gens sont prêts à sacrifier leurs enfants et tout ce que vous pouvez imaginer, donc je n'ai aucun moyen de prouver qu'il est encore vivant maintenant. La deuxième chose, c'est que vous savez, moi pendant toutes ces années, j'ai apporté des faits qui prouvaient la mise en scène. Et face à moi, j'ai eu la foi que les Israéliens sont des assassins d'enfants. Donc même si aujourd'hui j'apportais par exemple Mohamed, voilà, bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 23 ans, j'ai vécu à Paris depuis 13 ans parce que c'était trop dangereux pour moi à Gaza, même si on vous dirait, mais prouvez-nous que c'est le même Mohamed. Oui, et on dira, même avec des comparaisons biométriques, parce que vous savez ce qu'on s'est amusé à faire. Je vous donne 2-3... Voilà. Alors, mais même l'ADN ne prouve rien. Parce que si on ouvre la tombe, qu'on nous présente cette celle du petit Mohamed, et qu'on voit que l'ADN est le même que celui du père, qu'est-ce qui nous prouve, enfin, qui correspond à celui du père, qu'est-ce qui nous prouverait que les circonstances de sa mort? On sait qu'ils sont quand même capables de sacrifier beaucoup de gens là-bas. Mais quand on regarde aussi, je dirais, le vrai problème, le père affirme l'avoir reçu 12 balles d'armes de guerre. Après 12 balles d'armes de guerre, il devrait avoir normalement des cicatrices dans le corps. Or, on sait que les cicatrices qu'il a montrées correspondent à des coupures de scalpel et de couteau et de hache, puisque en 1992, et c'est ça la petite histoire, c'est que le père avait été attaqué à coups de hache 8 ans avant les faits. En 94, il avait été traité dans un hôpital israélien, donc il a eu vraiment de la reconstruction. Et 6 ans plus tard, il a présenté ses cicatrices qui dataient d'il y a 8 ans et 6 ans en disant « Mais regardez, ce sont mes blessures de balle. » Or, ce sont des lignes droites qui n'ont strictement rien à voir. Permettez-moi de rajouter encore des petites preuves ridicules. On a pris par exemple, parce que France 2 a présenté des images de l'agonie des images de l'autopsie de l'enfant et des funérailles. Alors c'est vrai que les images du visage de l'autopsie correspondent aux images de l'enfant qui est enterré. Sauf que quand on regarde avec le visage de l'image de France 2, ça n'est pas le même visage. Comparaison biométrique à l'appui. Mais je vous donne l'argument qui tue, parce que c'est vraiment grotesque. La scène commence à 3h de l'après-midi. 15h, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim, dit Charles Anderlin. 45 minutes de tir selon la version de France 2. L'enfant serait donc mort à 13h45. Le médecin que France 2 a authentifié comme étant le médecin qui a réceptionné le corps nous dit à quelle heure il a réceptionné le corps. Vous savez à quelle heure il a réceptionné le corps qui est mort à 15h45 ? Filmé à 10h du matin. Qui nous explique qu'à 10h du matin, il a eu un corps mort. Ensuite, il est vivant à 15h et remort à 15h45. Donc on est en plein délire. Oui, ce jour-là, il y a eu quelqu'un qui est mort à Gaza. Il est arrivé à l'hôpital à 10h du matin, il y a eu une autopsie et il a été enterré le soir. Sauf que France 2, entre-temps, enfin le caméraman de France 2, Talal Abourahma, a reconstitué une scène pour illustrer ces images-là. Oui, je crois que le plus important dans cette histoire, c'est, d'une certaine manière, même s'ils sont très tristes bien sûr en soi, ou pourraient l'avoir été, c'est pas l'histoire, c'est le fait qu'on la travestit. Et qu'on la protège. Et que le mensonge. Qu'on la protège contre vents et marées. Alors, encore peut-être on va terminer sur cette histoire, mais quand même encore revenir un peu sur l'attitude de la justice, car moi j'avais cru comprendre que dans votre deuxième arrêt de cour d'appel, je crois, vous étiez quasiment sûr d'obtenir gain de cause, puis finalement vous n'avez pas obtenu gain de cause. D'abord, on n'est jamais sûr de rien. Mais vous aviez eu des échos presque, pratiquement. Non, j'avais cru comprendre que, vous savez, quand vous avez d'abord une
quand vous avez d'abord un procès qui se déroule de façon très, on va dire très fluide, que vous montrez les preuves, que vous voyez les juges qui au début sont assez réticents à regarder, qui regardent votre démonstration qui dure 1h30, quand vous voyez que les magistrats ont du mal à rendre une décision une première fois, puis ils renvoient une deuxième fois, puis ils renvoient une troisième fois, vous dites bon, ils cherchent un moyen. Donc, ils cherchent un moyen pour relaxer en vexant personne. Et là, la condamnation, avec quand même 11 000 euros de condamnation, c'est quand même beaucoup en France. Vous savez, moi j'ai fait condamner Canal+ pour un documentaire. Canal+ avait fait un documentaire sur moi il y a 5 ans, qui était une incroyable diffamation. Je les ai fait condamner en première instance et en appel 1 euro. D'accord ? Donc moi, diffamé sur Canal+, c'est quand même une chaîne de grande diffusion, je reçois 1 euro. Quand moi, entre guillemets, diffame France 2 sur un petit site internet qui s'appelle Media Ratings, je suis condamné à 10 000 euros plus 1 000 euros. Donc. Est-ce qu'il y a des pressions politiques ? Il y a un de nos auditeurs nous dit, mais oui, c'est étonnant parce qu'il y a eu, il est très informé cet auditeur, il y a eu au début de l'histoire sur RCJ, donc une radio juive, ici à Paris, un récit de cette histoire et contestant la véracité prétendue des images. Et puis, après ça, on n'en a plus entendu parler sur cette radio. Ouais. Alors, pourquoi ? C'est vrai. Il y a eu un gros problème avec l'ambassade d'Israël en France parce que dès le départ, l'État d'Israël a reconnu, entre guillemets, le crime en disant on va passer à autre chose, on va oublier. Le problème aussi, c'est que les ambassadeurs successifs d'Israël en France étaient aussi des amis de Charles Anderlin. Moi, je me souviens de mon expérience avec l'ambassadeur d'Israël en France en 2006, qui s'appelle Danny Sheck, que je rencontre dans un cocktail, à qui je vais pour serrer la main, et je reste la main en l'air, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie, en me disant je ne parle pas aux conspirationnistes. En fin de compte, ce type-là était un ami de Charles Anderlin, journaliste de France 2. Donc, c'est très difficile. À un moment donné, on a eu toutes les forces. Je dirais, ma lutte n'était pas contre l'establishment français et l'univers des médias dominants français, mais c'était aussi contre toute cette caste qui protégeait ce mensonge, parfois malheureusement aussi dans l'environnement de Charles Anderlin à Jérusalem. Donc, il y a en fait une sorte d'environnement, je ne vais pas dire mafieux, ce serait trop dire, mais qui se tient. On se tient les uns les autres. Oui, et alors ce qui est très intéressant de voir, c'est que le temps... Vous savez, on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé en Roumanie ou ailleurs, et le temps fait son œuvre. Vous savez, en Israël, je me suis battu pendant des années pour avoir simplement le gouvernement israélien qui me soutenait. Et d'ailleurs, dans le premier arrêt de la Cour d'appel en 2006, quand j'ai été condamné, il y avait écrit 5 fois dans l'arrêt de la Cour d'appel qu'Arsanti a tort parce que le gouvernement israélien ne le soutient pas. Et miracle malheureux, mais en mai 2013, le gouvernement israélien, donc il y a 4-5 mois, le gouvernement israélien a enfin émis un rapport officiel, c'est-à-dire qu'on est 12 ans et demi après les faits, qui dit tout ce que je dis depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les images sont bidonnées, que France 2 a truqué les images, et que c'est une mise en scène. Et donc, ce qui est pas du tout étonnant quand on connaît le fonctionnement des médias français, aucun média français n'a repris ce rapport. Les seuls qui en ont parlé un tout petit peu, c'était pour le ridiculiser, en disant qu'en gros, l'assassin cherchait à couvrir son crime 13 ans après les faits. Donc, alors merci Philippe Carsanti de nous avoir raconté cette histoire sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, au cours de notre journal des droits et des libertés. Et nous y tenons beaucoup à ces libertés, parce que c'est précisément notre vocation au sein de ce journal que de défendre la liberté et toutes les libertés. Pour les défendre, c'est à nous d'agir. C'est à nous d'agir et de réagir. C'est à nous d'être toujours témoins comme vous l'avez été. Et c'est aussi ce que cherche à faire Alain Sandler. Vous avez créé, Alain Sandler, une association, donc le Cercle des citoyens français. Qu'est-ce que c'est le Cercle des citoyens français ? Je voudrais dire simplement ceci. Non, il faut vous approcher du micro, Alain Sandler, sinon on ne vous entendra pas. Pour nous résumer, la vertu d'un peuple, c'est la responsabilité des citoyens. C'est pas moi qui le dis, c'est Montesquieu, c'est assez ancien, mais c'est tout à fait d'actualité encore aujourd'hui. Et moi, j'enrage de voir les citoyens français se laisser manipuler dans un système politique que vous venez d'illustrer, M. Carsanti, complètement sclérosé et rester inerte, léthargique, alors que c'est à eux de réagir et de s'exprimer pour faire bouger la France, pour sortir de ce système. Alors, comment ? Il y a une solution simple, c'est de donner la parole aux citoyens, tout simplement,
Et pour cela, il faut mettre en œuvre le référendum d'initiative citoyenne que nous défendons depuis déjà un certain nombre d'années. Nous avons mis en ligne sur notre site le cercle des citoyens français.fr une pétition en faveur du référendum d'initiative citoyenne. Cette pétition reçoit beaucoup de signatures actuellement, avec des commentaires qui laissent supposer que dans notre pays la colère gronde vis-à-vis de cette oligarchie qui nous domine. Et ce que nous regrettons amèrement, c'est qu'elle n'est pas suffisamment connue. C'est pour ça que je remercie Radio Courtoisie de m'avoir reçu aujourd'hui pour en parler, d'une part, et d'autre part, pour expliquer que les citoyens sont, sans le savoir, complices de ce système, puisqu'ils ont une opportunité de s'exprimer au sein d'un collectif, on va dire, qui est le Cercle des citoyens français, qui s'est donné pour mission, justement, de combattre ce système et de le faire évoluer, car la démocratie en France aujourd'hui est confisquée, et nous voulons lui redonner sa valeur initiale, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est dans notre Constitution, je n'invente rien. Donc voilà l'action et le combat que mène le Cercle des citoyens français. Donc le premier combat, c'est le référendum populaire. Oui, parce que l'initiative populaire. Tout à fait, parce que malheureusement, il y a dans notre pays un grand nombre de réformes structurelles à mettre en place. On a un État obèse et si on ne réforme pas structurellement le pays, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Aujourd'hui, l'État coûte 57% du PIB. En Allemagne, il ne coûte que 49%. Et si on parle de la Suisse, c'est 32%. On voit qu'on est leader et de très loin dans le coût de l'État parce qu'on a un État qui est démentiel. On a 1200 agences de l'État qui ne servent pas à grand-chose. On a un Conseil économique et social qui coûte près de 3 milliards par an et qui sert strictement à rien du tout. Pour ne donner que quelques petits exemples, il y en a beaucoup. Hein. Alors je crois que vous avez tout à fait raison et ça c'est lié finalement au débat que nous avions précédemment. C'est-à-dire que de plus en plus, les Français, dans leur très grande majorité, sont dépendants de l'État, plus ou moins. Et quand on dit qu'il y a d'ailleurs 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, 57,5%. Ça veut dire qu'il y a aussi plus de 50% des Français qui, directement ou indirectement, sont payés avec de l'argent public, qui en dépendent. Et donc, la société française, dans son ensemble, est un peu prisonnière, voire contaminée parfois par cet esprit, qui n'est pas toujours mauvais, mais qui est pesant. Bon. Et donc, qui aussi, parfois, interdit précisément de dire des choses qu'on devrait pouvoir dire. D'où, probablement, cette chape de plomb sur des histoires comme celle que nous a racontée Philippe Carsanti. Alors, il ne s'agit pas, je le dis parce qu'on a beaucoup de questions d'auditeurs qui nous disent oui, mais bon, en l'espèce, c'est une histoire sans doute inventée. Philippe Carsanti nous l'a démontré. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des histoires vraies d'enfants assassinés, d'enfants arabes assassinés dans le cadre de ces combats entre Arabes et Israéliens? Sans doute. C'est un autre débat d'ailleurs. Alors c'est une bonne question. Je pense qu'il y ait des enfants qui meurent, c'est possible. En tout cas, ce que je constate, et c'est certain, ce que je constate, c'est que le seul qui ait pu être monté à la télévision est une mise en scène pure et simple. Mais je dis aussi autre chose qui est très important, c'est que l'accusation de France 2 n'est pas qu'il y ait eu un enfant qui a été assassiné par accident sur des tirs croisés, puisque le père et l'enfant sont la cible de tir venue de la position israélienne. La cible de tir, c'est intentionnel. Et donc c'est ça qui est très grave. Et là, je pense qu'on peut clairement dire que non, de la même façon que l'armée française ne tire pas et ne cible pas des enfants d'un autre pays pour le plaisir de tuer un enfant, oui, je pense pouvoir affirmer que les soldats israéliens ne tirent pas intentionnellement sur des enfants pour les assassiner comme l'auraient fait des nazis. Alors d'autres questions de nos auditeurs sont relatives finalement à leur étonnement en disant mais pourquoi est-ce que les Juifs
n'ont pas été plus solidaires et n'ont pas plus facilement soutenu vos positions? Alors, ça, il faudra leur demander. D'abord, je pense que la position du gouvernement israélien a été très inconfortable. C'est-à-dire que rendez-vous compte que quand moi j'allais me battre pour dire c'est une mise en scène, certains journalistes étaient convaincus, allaient voir ensuite l'ambassade d'Israël, et l'ambassade d'Israël leur disait n'écoutez pas Karsanti, c'est un fou, Sharon Derlin est un type formidable. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, et là je pense qu'il faut relire Léon Blum et ce qu'il a écrit au sujet de l'affaire Dreyfus. À l'époque de l'affaire Dreyfus, la communauté juive organisée ne souhaitait pas défendre Dreyfus, et c'était véritablement, je dirais, des non-juifs qui sont venus à la défense de Dreyfus et qui ont vraiment Bien sûr, des gens comme Charles Péguy, par exemple. Voilà, Charles Péguy, bien évidemment, la vérité au-dessus de tout, hein, et des gens comme Zola, et qui se sont dit, on n'a pas à se justifier d'être juif, voilà, et qui sont allés et qui ont dit clairement, c'est une mise en scène, c'est un mensonge. Et là, il y a eu une crainte. Vous savez, les violences antisémites en France ont été extrêmement fortes pendant toute cette décennie. Et donc, il y a eu une forme de recroquevillement. Et je dois reconnaître que les vrais soutiens que j'ai reçus, à part quelques personnalités comme l'ancien président du CRIF, Richard Prasquier, sont venus surtout de pays étrangers. Et je vous dis, quand par exemple l'Association mondiale des journaux international des journaux m'a invité pour faire une conférence en Inde devant toute la presse internationale, pour moi c'était un soutien incroyable. C'est-à-dire voilà, les journaux internationaux disent voilà, il y a un problème en France, et c'est là où je suis entendu. Et c'est donc, je pense que aussi il y a aussi autre chose, c'est que nul n'est prophète en son pays. Je dirais que peut-être nul n'est prophète dans sa communauté. Peut-être. Alors, d'autres auditeurs s'interrogent et disent mais bon là on a bien compris cette histoire de faux enfants martyrs qui a été finalement utilisée par d'autres au profit d'une cause qui a embrasé le monde. Bon. Est-ce qu'il y a eu d'autres enfants martyrs? Est-ce qu'il y a eu d'autres histoires fausses d'enfants martyrs? Et un de nos auditeurs qui habite en Seine-Saint-Denis nous dit qu'il y a par exemple une nouvelle rue, Iqbal Mazi, je ne sais pas si je prononce bien, enfant esclave du Pakistan. Alors, est-ce que vous avez eu vent de ça? Est-ce que ce sont d'autres histoires qu'on nous raconte? Alors, je ne connais pas l'histoire de cette rue, Iqbal Mazi. Mais je ne connais pas cette histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir vraiment travaillé sur beaucoup d'images en provenance du Proche-Orient, que ce soit par exemple du Liban, de Syrie et d'Afghanistan et d'Irak, que très souvent dans ce qu'on reçoit, il y a beaucoup de manipulations. Et certains vous disent, oui, mais l'image, c'est l'arme des faibles. Oui, mais il n'en reste pas moins que la complicité des médias occidentaux, et c'est ça qui m'importe le plus, qu'un caméraman arabe de Gaza fasse un bidonnage pensant que lui, il défend sa cause, c'est son problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la complicité des médias occidentaux de les diffuser et ensuite de les protéger, et comment tous les cercles concentriques des médias français et du pouvoir politique et médiatique en France défend cette pure et simple mise en scène. Donc il y en a certainement d'autres, mais sur ce cas-là, je ne le connais pas. Alors c'est vrai que je rappelle à cette occasion que si au cours de cette émission, avec Nicolas Lecossin, nous avons invité Philippe Karsanti, c'est parce que nous avons de la sympathie pour son combat, plus que de la sympathie d'ailleurs, pour son combat, qui est un combat en faveur de la liberté, indépendamment, je dirais presque indépendamment des personnes en cause. C'est-à-dire qu'il se serait agi d'un enfant juif tué par des Arabes, nous aurions dit la même chose. Parce que ce qui nous importe ici, c'est qu'on ne peut pas, dans des médias au surplus public, raconter n'importe quoi. Et quand on le fait par erreur, il faut le reconnaître le plus vite possible. Et ça, c'est le plus important pour les citoyens que nous sommes. C'est un problème de la démocratie française. C'est le problème de la démocratie. Alors, bien entendu, l'histoire se raconte dans ce sens-là, donc forcément on en tire aussi des conclusions. Chacun peut en tirer des conclusions. Dans un Moyen-Orient qui est en feu depuis toujours, je dirais, parce que malheureusement, il faut le dire, ça a toujours été comme ça. Oui, qu'a Philippe Karsanti? Non, je tiens à dire, vous savez, là actuellement on parle beaucoup de la Syrie et je voudrais revenir là-dessus. Vous savez, en Syrie, on a vu il y a quelques semaines des images où on voyait un type qui jouait le mort, ça a été diffusé par Al Jazeera, et ensuite un pseudo-rebelle qui jouait le mort avec un pansement comme ça. Et malheureusement pour le type, un médecin a voulu enlever son pansement. Et à ce moment-là, on a vu le faux mort
pousser le médecin d'un coup de jambe, et Al Jazeera a tout de suite coupé l'image. Parce que ça a quand même été montré. Là, on observe quand même un truc incroyable dans ce qui est en train de se passer dans les opinions publiques occidentales, c'est qu'on nous sort tout d'un coup des attaques au gaz en Syrie pour dire oh là là, il faut partir en guerre en Syrie. Je trouve quand même assez étonnant qu'à ce moment-là où les pays ont décidé que ces images viennent sur nos télévisions. Je noterai que les 150 000 morts qui ont eu lieu avant n'ont inquiété personne. Hein, il faut 1000 personnes tuées au gaz. Je pense que celles qui ont été tuées au gaz n'ont pas moins souffert que celles qui ont été tuées au couteau, à la hache et aux armes automatiques. Alors vous avez raison, même si tuer 1000 personnes au gaz, c'est vraiment un scandale grave. Mais alors, faut-il aller en Syrie? Faut-il aller envoyer nos armes de guerre en Syrie? Alors, Alain Sandler. Ah, moi je dis non. Pourquoi vous dites non? Moi je dis non parce que la France n'a rien à voir dans ce combat interne à la Syrie. Ils se battent entre eux, c'est une révolution, c'est pas une guerre. On n'est pas en état de légitime défense dans cette affaire, donc on n'a rien à voir là-dedans. Moi, je dis que non. Mais si je vous écoute bien, il faut peut-être plutôt écouter le peuple ou ses représentants. Oui, mais bien sûr. Parce que s'ils en décidaient ainsi, il faudrait y aller. Absolument. Le pouvoir aux citoyens, c'est ce que vous nous avez dit. Vous m'avez devancé, parce que c'est ce que j'allais vous dire tout de suite après. Il est dans une situation comme celle-là, c'est vrai qu'il faudrait au minimum consulter les assemblées. Les faire voter. Parce qu'elles vont être consultées, mais les faire voter. Les faire voter, absolument. Et puis le peuple, bien sûr. Il semblerait que les Français sont hostiles à cette intervention à plus de 70% quand même. Hein. 74%. 74%. Donc, alors, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis pas d'accord sur une chose, c'est que nous ne disposons pas, nous ici, et pas plus que n'en disposeront les parlementaires, des informations concrètes et nécessaires et suffisantes pour savoir s'il faut vraiment y aller. Donc, je ne pense même pas qu'un vote de l'Assemblée soit quelque chose de pertinent parce que les gens voteront avec leur idéologie pacifiste ou guerrière, et donc je ne sais pas et je n'ai pas des informations pour dire s'il faut vraiment y aller. Ce que j'observe simplement, c'est que quand on a Bachar al-Assad comme adversaire, on a quelqu'un qu'on peut identifier et contre qui on peut se battre et qu'on peut punir personnellement et je dirais et lui faire la guerre. Quand on a des groupes djihadistes, des gens d'Al-Qaïda, des gens qui demandent à mourir pour leur cause, je pense que c'est beaucoup plus difficile de savoir contre qui se battre. Donc c'est un petit peu, j'ai une attitude un petit peu ambivalente. En tout état de cause, la seule chose que je sais, c'est que je ne dispose pas des informations, puisqu'on est encore là pour parler du droit à l'information. Je ne dispose pas des informations qui me permettraient de savoir si on doit aller faire la guerre. Nicolas Lecossin. À titre personnel, donc c'est une réponse subjective parce que j'ai vécu sous une dictature et je me rappelle que ma grand-mère... Une dictature, donc c'était un État totalitaire, communiste. Je rappelle ma grand-mère qui me disait qu'elle avait attendu les Américains jusqu'aux années 60, alors qu'il y avait la résistance anticommuniste dans les Carpates jusqu'en 1957. C'était le plus long en Roumanie. Je suis pour le devoir d'ingérence et pour le fait d'aller aider les peuples, de renverser les dictateurs, que ce soit une armée internationale ou autre. Sinon, c'est la non-assistance au peuple en danger, c'est évident. Et c'est pas la peine de donner des leçons de morale et de démocratie, alors qu'on laisse les peuples se faire massacrer par des dictateurs aujourd'hui. Heureusement, pour une fois, je vais être en désaccord avec Nicolas Lecossin. Pour une fois, ça arrive rarement, parce que le devoir d'ingérence, qui est déjà extrêmement compliqué à mettre en œuvre, il doit se faire en fonction d'un environnement. Et c'est vrai qu'il faut évidemment regarder qu'est-ce qui se passe le jour d'après. Et si c'est aller détrôner un dictateur qui est incontestablement Assad, pour mettre à la place un pouvoir islamiste qui, lui, par la confusion du religieux et du politique qu'intrinsèquement il contient, sera non seulement dictatorial, mais totalitaire, car c'est ça la définition du totalitarisme, c'est la confusion du religieux et du politique.
Alors je dis, attention, ne faisons pas n'importe quoi. On est d'accord, il faut faire organiser des élections, il faut réfléchir à l'après. Mais une note d'optimisme, c'est que là, on le dit pas suffisamment aujourd'hui dans les médias français, c'est qu'il y a beaucoup moins de dictatures qu'avant. Contrairement à ce qu'on pense, on est moitié moins de dictatures dans le monde que dans les années 80. Il y en a beaucoup moins. Vous avez raison, mais la seule chose qui m'inquiète, c'est que les pays qui étaient des vraies démocraties, comme la France pendant un certain temps, par certains côtés, le deviennent de moins en moins, et sur certains sujets deviennent des petites Corées du Nord où il y a un consensus qui se fait sur des sujets incroyables. Moi, je suis absolument. Alors Alain Sandler, je suis absolument pas d'accord sur ce que vous venez de dire. Moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de démocratie. Alors, il n'y a pas des dictatures telles que vous les avez vécues, bien évidemment. C'est beaucoup plus sournois. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, hypocrite. Mais quand on voit ce qui se passe en France, je dis qu'en France, nous sommes en dictature. C'est le président de la République et lui seul qui peut décider de tout. Et comment ça s'appelle, ça ? Alors ce n'est pas tout à fait vrai tout de même, même si sur la Constitution prévoit effectivement que le président de la République peut donc décider d'une action armée, sous réserve, si elle dure plus de 6 mois, de revenir devant les parlements pour obtenir devant le Parlement pour obtenir son accord à l'effet de la poursuivre. Si je peux me permettre une formule un peu triviale, on dit que la dictature c'est ferme-la et que la démocratie c'est cause toujours. Ça veut dire dans les deux cas, on se fout bien de toi. Voilà. C'est une boutade. D'ailleurs, c'est Talleyrand qui a dit que, j'essaye de retrouver les mots, la démocratie, c'est l'art de savoir agiter le peuple avant de s'en servir. Et c'est quelque chose qu'utilise merveilleusement bien notre président actuel. Pour en revenir à la Syrie, je pense surtout que c'est extrêmement compliqué de s'immiscer dans le jeu fantastiquement dangereux, donc, et lui-même est compliqué, entre chiites et sunnites notamment, et leurs alliés, parce que les alaouites ne sont pas des chiites au sens strict du terme, mais ils sont donc alliés des chiites et proches des chiites. C'est extrêmement dangereux, d'une part, et d'autre part et surtout, il est clair qu'en face du pouvoir d'Assad, il y a des gens de toutes sortes, et probablement des gens de qualité, musulmans ou pas, mais de qualité et en faveur de la liberté, mais aussi, et plus encore, des islamistes djihadistes qui les manipulent et qui sont ceux qui gagneront si Assad perd. Il y a un truc, moi, que je voudrais rappeler ici sur Radio Courtoisie, c'est l'inquiétant abandon des chrétiens d'Orient dans tout le Proche-Orient. Oui. Et regardez ce qui s'est passé en Égypte récemment, où des Coptes ont été massacrés. Bien sûr. Regardez un petit peu partout, et je dirais que si on regarde le seul pays du Proche-Orient où les chrétiens vivent et bien, puisque moi je les fréquente beaucoup, les communautés chrétiennes en Israël, autour de Jérusalem, je peux vous dire que c'est le seul endroit au Proche-Orient où les chrétiens ont une liberté de culte et une liberté de vivre. Et donc c'est pour ça que moi ce qui m'inquiète dans cet Occident chrétien, c'est qu'ils abandonnent même, je dirais, leurs cousins. Alors malheureusement, moi je suis totalement d'accord avec vous, Philippe, sauf à ajouter que, hélas, il y a aussi, car il y en a partout, des juifs intégristes qui savent attaquer non seulement les musulmans, mais aussi les chrétiens, à preuve, par exemple, les attaques de quelques voisins juifs intégristes contre la communauté de Ben Jemal, il y a quelques semaines, à côté de Bethléem. Et si c'était encore une manipulation médiatique et avec la complicité? Non, parce que c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on n'a jamais retrouvé les gens qui étaient responsables de ça et que certains ont pensé, et très probablement, que c'était plutôt des voisins arabes, musulmans qui avaient fait ça pour simplement attiser la haine entre chrétiens et juifs. C'est à ça qu'il faut faire attention. Alors peut-être. Enfin, les témoignages que j'ai de très près et auxquels je me suis beaucoup attaché, semble montrer que malgré tout, mais il y en a partout, vous savez, chez les chrétiens aussi, il y a des excités complets, ça arrive et qui vont jusqu'à la folie pure dans leurs actions. Donc il y en a partout, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que
Il faut simplement, moi je vous remercie de vos propos, mais je dis simplement qu'il y a malheureusement des excités partout et qu'à nous, je dirais observateurs de la vie politique et militants d'un combat pour la liberté, aussi de le savoir et de le reconnaître pour ne pas être totalement, pour essayer d'être objectif. Voilà, c'est uniquement ce que je voulais dire. Je voudrais poser une question. Quelle différence vous faites entre ce qui se passe en Syrie aujourd'hui et ce qui se passe en Égypte? Je ne parle pas de l'importance, mais je parle des fondamentaux. Concernant... Ils n'ont pas utilisé de gaz, on est d'accord, mais malgré tout... Non, mais on est bien d'accord que ces pays-là, Jean-Philippe vient de le dire, là je suis tout à fait d'accord avec lui, il y a un problème d'islamisme, il y a un problème de tribal, c'est clair, c'est évident. Moi, je disais du point de vue des dictateurs, à la tête des pays, qu'il faut les renverser, qu'il faut quelque chose d'universel pour les renverser. On a été en Irak renversé. L'Irak se porte beaucoup mieux aujourd'hui que... Ça continue quand même, hein. Parce qu'ils se massacrent entre eux, c'est ça le problème. On est bien d'accord, là, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut garder un dictateur en place. Si ça ne change rien, je ne vois pas pourquoi on irait faire tuer des hommes. Non, je crois que... Alors d'abord, je crois, il faut le dire, que le plus grand nombre de conflits armés depuis la dernière guerre mondiale ont eu lieu entre chiites et sunnites. Ben oui. Plus qu'entre on est bien d'accord. Autres nations. Donc, ça a toujours existé, je le disais tout à l'heure, c'est un exemple parmi d'autres, mais quand dans la période précédant les croisades, ces pays sont des pays en guerre perpétuelle, avant même que les chrétiens soient là, avant même que les juifs soient là, puisqu'ils ne sont rien à l'époque. Ces pays sont en guerre perpétuelle. Absolument. Et se prennent et reprennent des micro-territoires à force d'années. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais on peut reprendre toute cette histoire du Proche-Orient. Elle est comme ça. C'est l'histoire du Proche-Orient. Alors, ceci, Syrie, Égypte, il y a évidemment les mêmes fondamentaux, me semble-t-il, qui d'ailleurs des auditeurs nous demandent notre opinion concernant ces événements. C'est-à-dire que il y a ces conflits latents qui sont d'abord des conflits entre chiites et sunnites, avec accessoirement, et malheureusement seulement accessoirement, j'allais dire, des musulmans dits modérés, mais l'islam peut-il être modéré? Personnellement, je n'en suis pas sûr, hélas, car l'islam contient dans son fondement, dans son origine, cette confusion dont j'ai déjà parlé du politique et du religieux, parce que Mohammed est un chef de guerre, un chef politique, en même temps qu'un chef religieux, et qu'il confond tout cela dans les sourates du Coran qu'il est censé recevoir du Seigneur dans ses rêves profonds de la nuit. En fait, je crains qu'intrinsèquement, un islam modéré ne puisse exister que contre l'islam. Mais... ou avec une réforme. Personnellement, je ne crois pas à la réforme. Il faut qu'il soit séparé de l'État. Mais il y a un bon exemple, c'est l'ex-Yougoslavie. Là, je suis désolé, l'ex-Yougoslavie, c'est devenu un territoire des pays qui se développent très bien, très riche de plus en plus, où il y a une forme d'islam modéré, je ne sais pas si on peut l'appeler modéré, complètement différent. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué cela, un chercheur en islam qui m'a expliqué ça et qui, suite à l'intervention des années 90, c'est fini, c'est sport. C'est très bien. Un exemple intéressant. Sauf que c'est en Europe. Donc. Sauf que c'est en Europe et donc c'est différent parce que d'abord au sein de la Yougoslavie, les nouveaux États qui composent l'ancienne Yougoslavie, finalement il n'y a qu'un véritable, que la Bosnie qui est véritablement un État aujourd'hui à dominante très forte. Oui, mais il y a des territoires, depuis des siècles, des siècles, l'occupation ottomane qui a affecté la Roumanie d'ailleurs. C'est très intéressant. Mais ce ne sont que des territoires qui se sont depuis longtemps, très longtemps occidentalisés. Et c'est une forme très différente d'islam. Voilà. Donc, voilà, c'est vrai qu'on vit, aujourd'hui des conflits qui, enfin moi, à l'égard desquels je crois qu'il faudrait être très prudent parce qu'ils peuvent dégénérer dans un conflit beaucoup plus important. Absolument. La Russie soutenant la Syrie. Je tiens à dire une chose, que si j'étais un dictateur, je préférerais avoir
Poutine comme allié, puisqu'on voit que Poutine soutient vraiment Bachar al-Assad. Quand on voit comment ce petit dictateur qui était Ben Ali, qui était quand même quelqu'un d'assez raisonnable quand on le compare aux autres, a été lâché par la France et par les États-Unis, comment on voit que Moubarak a été lâché par la France et les États-Unis, il est tombé très rapidement. Moi je dis que dans ce monde très dangereux, il vaut mieux être soutenu par Poutine que par l'Occident. Alors moi, oui, c'est une façon de voir les choses. C'est sûr que les régimes forts sont toujours aussi plus forts dans leurs décisions. Ce soutien peut évoluer. Moi, je dirais les choses un peu autrement. Par rapport à l'observation de Nicolas Lecossin tout à l'heure, je dirais que quand on a le choix entre des dictatures personnelles et des totalitarismes idéologiques, il vaut toujours mieux choisir, je dirais, la grippe espagnole, qui est la dictature personnelle, contre la peste ou le choléra, qui est le totalitarisme idéologique, parce que la dictature personnelle reste personnelle. C'est une forme de tyrannie, comme celle de Ben Ali, qui était une sorte de tyrannie oligarchique, qui s'enrichissait sur le dos des gens, et c'est pas bien entendu, mais malheureusement, dans ces pays, on a l'impression qu'on ne peut avoir que l'un ou l'autre. Et entre l'un ou l'autre, personnellement, je préfère le moindre mal. C'est un mal. C'est vraiment un mal. Mais c'est le moindre mal. Syrie, regardez ce que fait la Syrie en Iran, en Libye, au Liban, depuis des années. On accuse Israël, autres, c'est la Syrie, c'est la main syrienne, c'est Bachar al-Assad, c'est son père. C'est clair, c'est évident. C'est évident. Saddam Hussein a déclenché plusieurs guerres. Mais pour des raisons de pouvoir personnel, plus que pour des raisons. Oui, mais massacre. Donc on peut pas dire que c'est pas la stabilité. Je ne dis pas que c'est bien. C'est pas la stabilité, c'est loin d'être la stabilité. Vous avez raison, Saddam Hussein était une arme de destruction massive à lui-même. Oh, bien sûr. Il l'a utilisé d'ailleurs. Oui. Mais lui-même il détruisait massivement les peuples. La Syrie au Liban. Il attaquait tous ses voisins. Il a détruit ce pays superbe qui est le Liban, qui était un beau pays, riche, avec des chrétiens. Donc, on peut pas dire que c'est une stabilité dans la région. C'était une stabilité. Pendant ce temps-là, en France, il y a une crise. Alors, est-ce que la Syrie n'est pas aujourd'hui un moyen aussi pour le pouvoir en France de masquer tous les autres problèmes, et notamment cette montée d'un ras-le-bol fiscal? On peut peut-être en terminer par quelques minutes de débat là-dessus. Alors oui, j'ai reçu ma feuille d'impôt en rentrant de vacances. J'ai appelé mon expert comptable. Je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit, je te la scanne. Dis-moi ce qui se passe. Et il m'a dit, bah non, tout est bon, tout est en ordre. Tu es passé par la coupe fiscale. Non, je pense on est en plein délire fiscal actuellement. Et je tiens à dire que ça n'est pas que Hollande. Je crois que ses prédécesseurs ont pavé le terrain pour Hollande. Et quand on regarde les créations d'impôts de Sarkozy, je pense à tout ce qu'il a pu faire, même dans les derniers mois où il est allé ajouter l'exit tax à la fin, c'est la taxe pour taxer tout ce qui était entrepreneur. On est dans une situation vous savez, tout le monde parle des paradis fiscaux. Moi, je pense que la France est en train de devenir un enfer fiscal. Je crois qu'elle l'est déjà depuis quelque temps. Ouais. Nous avons au Cercle édité un manifeste récemment où on propose d'activer 12 leviers. Plus proche du micro, sinon on va pas vous entendre. 12 leviers qui sont pour nous essentiels. Et le premier levier, c'est qu'il faut s'attaquer à l'un des premiers fléaux de notre économie, la fiscalité. Alors la fiscalité est devenue... Je sais que vous êtes très partisan de la flat tax, nous aussi. Bien sûr, et merci de le dire. La fiscalité est devenue prégnante, elle est devenue, je dirais, une préoccupation permanente parce que aujourd'hui, c'est du pillage de ce que nous créons. C'est le pillage de la richesse que nous construisons. Si je peux me permettre de corriger Monsieur Sandler, ce n'est pas la flat tax, parce que nous sommes sur Radio Courtoisie, c'est la taxe avec un barème unique. C'est la taxe à taux unique. Là, je crois que je vous ai eu, là, Jean-Philippe. Là, Philippe Carsanti m'a eu. Je lui avais dit de pas parler anglais, parce qu'il parle souvent anglais. Et il y a fait très attention, d'ailleurs, je le remercie. Et là, je me suis fait avoir. Donc, il va falloir que je mette une petite pièce, là, dans le cochon qui est sur la table. C'est comme ça qu'on pratique ici. Mais c'est vrai que il y a eu plus de 80 taxes créées depuis 3 ans et qu'on vit un ras-le-bol fiscal. Il serait peut-être temps de lancer une pétition, c'est peut-être trop tard d'ailleurs, une pétition contre... Mais la mère de toutes les réformes, c'est la pétition que l'on propose, c'est-à-dire, avant toute chose, si vous voulez en faire d'autres pour faire des référendums derrière, il faut d'abord pouvoir faire des référendums, et pour pouvoir faire des référendums, il faut faire un référendum.
Oui, mais sauf que plus de la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Oui, ils ne s'en rendent pas compte. Je doute des résultats. J'ai envie de prendre le problème par l'autre côté. Et moi, qui suis un vrai libéral, vous savez, j'ai vraiment une admiration sans borne pour tous les penseurs libéraux. Je pense qu'avant de penser aux impôts, il faut d'abord penser à la dépense. Et c'est dans la dépense qu'il faudra couper avant pour pouvoir permettre une réduction de l'imposition en France. Alors je crois qu'il faut le prendre par les deux bouts, parce que si on réduit la recette, on force à la réduction de la dépense. Oui. Mais vous avez raison, ça passera inéluctablement par une réduction des dépenses publiques, et une vraie réduction des dépenses publiques, pas les toute petite réduction de façade. Les structures. Il faut s'attaquer aux structures. Il faut rendre. Et là, j'ai bien aimé la citation de Montesquieu. Vous disiez, je crois, la vertu d'un peuple, c'est la responsabilité des citoyens, c'est ça ? Tout à fait. Et je pense que nous ne pourrons permettre la réduction de la dépense publique qu'en rendant aux citoyens leur responsabilité. Absolument. C'est pour ça que la flat tax est intéressante. C'est l'impôt à taux unique, vous voulez dire, je pense. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'un des problèmes, c'est que les assurés sociaux ne savent plus ce qu'ils payent pour être remboursés, car c'est devenu un quasi-impôt, que la moitié des Français ne sait plus ce que c'est que l'impôt sur le revenu. Donc, d'ailleurs, dans certains cas, parce qu'une grande partie des exonérés d'impôt sur le revenu sont aussi exonérés de taxes d'habitation ou bénéficient d'une taxe d'habitation très atténuée. Donc ils ne savent pas ce que représente ce coût. Il faut que les Français redeviennent responsables de ce qu'ils payent pour être sensibles au niveau de leurs dépenses et savoir la réduire directement par eux-mêmes. Merci donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Merci à Philippe Carsanti qui nous a présenté aujourd'hui donc cette fausse histoire de Mohamed Al-Doura sur Antenne 2. Merci à Alain Sandler qui nous dit « Mobilisons-nous, citoyens, pour réagir face aux médias, face aux politiques, face à la justice. » Il faut se précipiter sur le site Le Cercle des citoyens français pour signer la pétition. Voilà. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. À la prochaine fois.